De la terre tombait sur son visage. Poignée après poignée, Jared Stone, le parrain de l'Empire Stone, l'homme qui faisait trembler tout Chicago de peur, était allongé au fond d'une fosse profonde dans un quartier industriel abandonné. Sa bouche était bâillonnée. Ses mains et ses pieds étaient liés. La terre s'accumulait sur sa poitrine, son cou, son visage. Au-dessus de la fosse, une silhouette se tenait immobile, le regardant fixement. Garrett, son propre frère, la seule personne en qui Jared avait jamais eu confiance en ce monde. Tu as toujours dit que les liens familiaux sont tout. La voix de Garrett était glaciale. Alors pourquoi as-tu tout et moi je n'ai rien? Jared essaya de crier, mais seul un grognement étouffé s'échappa de sa gorge. Garrett lui tourna le dos. Continuez. Les pelletées de terre tombaient plus vite. L'obscurité a tout englouti. Il allait mourir ici, sans être vu, sans que personne ne se souvienne de lui, dans une tombe anonyme. L'un des hommes les plus puissants de la ville finissait sa vie dans une tombe froide, enterré par la personne même qu'il aimait le plus. Mais il avait tort, car non loin de là, un garçon de 6 ans serrait la main de sa mère, marchant péniblement dans la nuit, vivant dans l'emprise de la pauvreté. Le garçon luttait contre une malformation cardiaque congénitale. Sa petite silhouette était engloutie par un sweat à capuche bleue délavée, le dernier cadeau de son grand-père décédé. Mais ce petit garçon possédait un don né de son propre cœur fragile. La terre n'avait pas encore réclamé son dernier souffle. À travers le lourd silence de l'entrepôt, les oreilles de Mason captèrent un son que personne d'autre ne pouvait entendre, un grattement rythmé et désespéré contre la terre meuble. « Maman, murmura-t-il, la voix tremblante, il y a quelqu'un là-dessous. » Et avec ces seuls mots, un pauvre garçon de 6 ans allait complètement changer le destin d'un parrain de la mafia. C'est l'histoire d'une trahison par les siens, alimentée par une cupidité sans fond et sans limite. C'est la chronique de l'agonie aiguë qui survient lorsque la main que vous teniez devient la main qui frappe. Mais par-dessus tout, c'est une histoire de gens qui n'ont rien, mais qui possèdent la chose la plus précieuse au monde. Le courage de faire ce qui est juste quand le monde entier se détourne. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé cette nuit fatidique, restez avec nous jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher, car parfois, une seule histoire peut changer notre façon de voir la vie. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire poignante. Alors que la terre montait lentement sur sa poitrine, Jared Stone ne pensait pas à l'Empire Stone. Il ne pensait pas au contrat de plusieurs millions de dollars. Il ne pensait pas au pouvoir ou aux ennemis. Au moment le plus sombre de sa vie, au sommet, sévit son esprit et retourné à une nuit pluvieuse, 18 ans plus tôt. Cette nuit-là, la pièce humide et tachée de moisissure du Southside ne contenait que 2 frères et le son infini de la pluie qui tombait sans cesse. Garrett, âgé de 11 ans, était recroquevillé dans un coin, ses épaules étroites tremblant par vagues. Il pleurait de faim, il pleurait de froid, il pleurait parce que leurs parents leur avaient été enlevés pour toujours dans un accident de camion une semaine auparavant. Jared, âgé de 15 ans, s'est approché, est tombé à genoux et a pris son petit frère dans ses bras. Il le serra fort, comme s'il pouvait le protéger de tout le monde cruel à l'extérieur. Puis il dit, la voix tremblante mais remplie de détermination, « Écoute-moi, je ne te laisserai plus souffrir comme ça. Je te le promets. Peu importe ce que je devrais faire, je te donnerai la meilleure vie possible. » Garrett leva le visage et le regarda, ses yeux rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. « Tu promets? » »« Je promets. » Et Jared avait tenu cette promesse. 18 ans, des bas-fonds à un empire, des mains vides au sommet du pouvoir, d'un adolescent décharné transportant des marchandises allouées à un parrain qui faisait trembler tout Chicago. Tout cela était pour Garrett. Tout cela pour que son jeune frère n'ait plus jamais à pleurer de faim. Mais maintenant, ce même frère se tenait au bord de la tombe, donnant l'ordre de l'enterrer vivant. Jared n'avait pas peur de la mort. Il avait affronté l'ange de la mort trop de fois dans cette vie battue par les tempêtes pour en avoir peur maintenant. Ce qu'il craignait, c'était autre chose. Il craignait de fermer les yeux pour la dernière fois, sans jamais comprendre pourquoi. Pourquoi le frère qu'il aimait le plus, celui pour qui il avait sacrifié toute sa vie pour le protéger, voulait-il qu'il soit effacé de ce monde? Cette question s'enfonçait dans son cœur plus douloureusement que la terre qui continuait de monter vers son visage. La terre continuait de tomber. L'obscurité a tout englouti.
Et cette question sans réponse a suivi Jared Stone jusque dans l'inconscience. Dans le monde interlope, Jared Stone était connu comme le fantôme. Personne n'avait jamais vu son visage lors des plus grosses transactions. Il était la main invisible qui contrôlait la moitié de la ville. Mais pour Jared, il n'y avait qu'une seule règle qui comptait plus que le pouvoir: le lien sacré de la fraternité. Il a dit un jour à Winston Price, son avocat et bras droit depuis 15 ans, « Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à ma propre chair et mon propre sang. L'amour peut s'estomper, l'amitié peut s'acheter, la loyauté peut être vendue quand le prix est assez élevé. Mais le lien sacré de la fraternité ne peut pas vous trahir. C'est la seule chose en ce monde qui nous appartient vraiment. » Garrett Stone, 29 ans, était son jeune frère, son seul parent vivant, et la seule personne en qui Jared avait une confiance sans réserve. Il a donné à Garrett le poste de directeur financier adjoint de l'Empire Stone. Il a donné à son frère l'accès à chaque compte, chaque secret, tout ce qu'il avait. Parce que pour Jared, Garrett n'était pas seulement son frère. Garrett était la raison pour laquelle il était encore en vie, la force qui le portait à travers chaque longue nuit sans lumière, tout ce qui restait de la famille. Mais Garrett Stone portait un secret que même Jared n'avait jamais connu. Dans son bureau privé au 42e étage de la Tour Stone, Garrett était assis seul dans le noir. Le téléphone sur son bureau se mit à vibrer. L'écran s'alluma. Un numéro familier apparut et son cœur se serra. Le créancier. Garrett décrocha l'appel, sa main tremblant légèrement. La voix à l'autre bout du fil était froide comme la glace. « Il te reste 72 heures. 2 millions de dollars. Soit tu payes, soit tu sais déjà ce qui se passera. » Puis la ligne est devenue silencieuse. Garrett reposa le téléphone et fixa l'écran noir. 2 millions de dollars. Il avait emprunté cet argent pour investir dans une affaire dont il était certain qu'elle réussirait. Pour la première fois de sa vie, il avait pris une décision par lui-même sans demander la permission de son frère. Pour la première fois, il avait voulu prouver qu'il n'était pas l'ombre inutile de Jared Stone. Mais il avait perdu, tout perdu. Et maintenant, il devait de l'argent à des hommes dont même l'Empire Stone ne voulait pas entendre parler. Garrett aurait pu le dire à Jared. Son frère l'aurait sauvé, comme à chaque fois, comme il l'avait fait au cours des 18 dernières années. Jared était toujours là, tendant toujours la main, résolvant toujours chaque problème pour son jeune frère. Mais c'était précisément ce que Garrett ne pouvait plus supporter. Il ne voulait pas être sauvé. Il ne voulait pas être redevable. Il ne voulait pas regarder dans les yeux de son frère et y voir de la pitié déguisée en amour. Garrett se leva et se dirigea vers la fenêtre. Chicago la nuit s'étendait devant lui comme un tapis de lumière chatoyant. Des millions de lampes scintillaient. Des millions de vies se déroulaient là-dehors. Mais personne ne connaît Garrett Stone, se murmura-t-il, la voix amère. Toute ma vie, les gens ne m'ont connu que comme le frère de Jared Stone. Quand j'entre dans une pièce, ils demandent où il est. Quand je parle, ils attendent de voir s'il est d'accord. Quand je réussis, ils disent que c'est grâce à lui. Personne ne me voit. Personne ne connaît mon nom. Garrett regarda les rues loin en dessous. Les voitures, minuscules comme des jouets, glissaient dans la nuit, et une pensée sombre commença à prendre forme dans son esprit. Une pensée qu'il avait essayé d'écraser pendant des années, mais qu'il ne pouvait plus retenir. Si Jared disparaissait, il aurait tout. L'argent, le pouvoir, et plus important encore, il aurait sa propre identité. Il serait Garrett Stone, le chef de l'Empire Stone, pas le frère de quelqu'un. Garrett se détourna de la lueur de la ville. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. Non loin de là, au moment exact où Garrett donnait l'ordre de recouvrir la fosse de terre, deux silhouettes se cachaient derrière une pile de vieilles boîtes en carton qui s'effondraient. Meredith Cole venait de terminer son service au bar à 11 heures ce soir-là. Elle y travaillait 6 jours par semaine, de 5 heures du soir jusqu'à tard, servant des clients ivres pour quelques maigres pourboires. Son fils Mason, âgé de 6 ans, était assis dans un coin sombre du bar à l'attendre depuis 3 heures entières. Il était assis tranquillement sur une vieille chaise en plastique, griffonnant sur une serviette en papier avec un bout de crayon, ne demandant rien, ne dérangeant personne parce qu'il savait que sa mère travaillait, parce qu'il savait que la famille avait besoin d'argent, parce que même à seulement 6 ans, Mason comprenait déjà que la vie n'était pas facile. Quand Meredith détacha son tablier et sortit de derrière le bar, elle vit que son fils s'était endormi sur la chaise.
la tête posée sur la table. Son cœur se serra. Elle le secoua doucement pour le réveiller. « Allez, mon chéri, on rentre à la maison. » Mason se frotta les yeux, prit la main de sa mère, et tous deux sortirent dans la nuit froide de Chicago. Le vent de novembre coupait la chair comme des lames invisibles. Meredith remonta son col autour de lui, même si son propre manteau fin ne pouvait pas la protéger du froid. Ils n'avaient pas d'argent pour le bus. Chaque pièce était soigneusement comptée pour le loyer, l'électricité, la nourriture et surtout les médicaments de Mason. Traverser le quartier industriel abandonné était le chemin le plus rapide pour retourner à la misérable chambre louée de l'autre côté de la ville. Dangereux, mais cela économisait 30 minutes de marche. Avec ses jambes endolories après 8 heures d'affilée debout et un enfant de 6 ans qui avait besoin de sommeil, 30 minutes représentaient un monde entier. Mason marchait à côté de sa mère. Le sweat à capuche bleue surdimensionné était tiré si loin sur sa tête qu'il l'avalait presque. Le sweat était vieux et usé, son bleu délavé par le temps, mais c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Son grand-père le lui avait donné avant de mourir d'une maladie cardiaque. La même maladie que Mason portait maintenant dans sa propre petite poitrine. Il serrait fort la main de sa mère alors qu'il marchait dans l'obscurité du quartier industriel. Les entrepôts abandonnés se dressaient immobiles de chaque côté comme des fantômes géants. Le son de leurs pas résonnait sur le béton fissuré. Puis soudain, Mason s'arrêta. Il pencha légèrement la tête comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Meredith se retourna et le regarda. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Continue de marcher. »« Il est tard. »« Maman. » La voix de Mason était petite mais remplie d'inquiétude. « J'entends quelque chose. » Meredith se pencha à sa hauteur. « Entendre quoi, bébé? »« Des gens. Là-bas. » Mason pointa du doigt un vieil entrepôt à environ 50 mètres. Meredith suivit la direction de son doigt et elle le vit. Le faible faisceau d'une lampe de poche vacillant à l'intérieur de l'entrepôt. Des ombres qui bougeaient, des voix portées par l'air. Les mots n'étaient pas clairs, mais suffisants pour savoir que plusieurs personnes étaient à l'intérieur. L'instinct d'une mère s'éveilla instantanément. Meredith attrapa la main de son fils et le tira en arrière dans l'obscurité derrière la pile de boîtes en carton entassées le long de la route. Elle serra Mason fort contre elle, une main couvrant sa bouche, l'autre le pressant contre sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre, et à travers l'étroite fente entre les boîtes, ils virent tout. Deux grands hommes tenaient des pelles, jetant d'une pelletée de terre après l'autre dans une fosse profonde au milieu du sol de l'entrepôt. Un troisième homme se tenait à proximité, les dirigeant. Il avait le dos tourné vers Meredith et Mason. Il portait un costume noir, se tenait droit comme une lame, et parlait d'une voix froide, dépourvue de toute émotion. « Tassez bien la terre, revenez demain et versez plus de ciment dessus. Assurez-vous que personne ne le trouve jamais. » Meredith pouvait sentir son fils trembler dans ses bras. Elle le serra plus fort, luttant pour contrôler le son de sa propre respiration. L'homme continua de parler, sa voix aussi calme que s'il discutait de la météo. « C'est fait. Personne ne le trouvera. Cet endroit est abandonné depuis 10 ans. Même les rottes ne s'en approchent pas. » Puis ils sont montés dans un camion noir sans plaque d'immatriculation garé à proximité. Les portes claquèrent, le moteur rugit. Les phares balayèrent la zone où Meredith et Mason se cachaient. Meredith retint sa respiration. Mason ferma les yeux très fort. La lumière crue frappa la pile de boîtes en carton pendant un instant, puis passa. Le camion s'éloigna, le bruit du moteur s'estompant de plus en plus loin dans la distance jusqu'à disparaître dans la nuit noire. Silence, un silence suffocant s'installa sur le quartier industriel abandonné. Il n'y avait que le cri strident du vent à travers les vitres brisées, le cliquetis de métal rouillé frappant du métal quelque part dans le noir, et la respiration saccadée d'une mère et de son fils. Meredith retira lentement sa main de la bouche de Mason. Elle laissa échapper un long soupir, essayant de se calmer. « Nous devons partir d'ici. » « Tout de suite. » Elle prit sa main sur le point de l'entraîner, mais Mason ne bougea pas. Il resta figé, regardant vers l'entrepôt, vers l'endroit où la fosse venait d'être comblée. « Maman », sa voix tremblait, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit s'arrêter Meredith. « Il y a quelqu'un dans ce trou. » Meredith le regarda, puis se retourna vers l'entrepôt. Elle n'entendait rien, rien que le silence et l'obscurité. Mais Mason restait là, ses grands yeux fixés sur elle avec une urgence désespérée.
Je l'entends, maman. Quelqu'un respire sous la terre. Meredith regarda son fils, le cœur déchiré entre l'instinct de survie et la voix de la conscience. Elle serra plus fort la main de Mason, sa voix pressante. Mon chéri, nous devons partir tout de suite. Ces hommes pourraient revenir à tout moment. Mais Mason ne bougea pas. Il se tenait là, ses grands yeux fixés sur sa mère avec une supplication désespérée. Mais maman, il y a quelqu'un là-dessous. Je l'entends si clairement. Meredith tomba à genoux et lui prit les épaules à deux mains. Écoute-moi, nous ne pouvons rien faire. Les hommes qui étaient ici sont dangereux. Je dois te protéger, tu comprends? Mason se mit à pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues minces, mais il refusait toujours de partir. Il secoua la tête encore et encore, la voix étranglée par les larmes, mais inébranlable. Je l'entends, maman. Quelqu'un respire, très faiblement, mais je l'entends. Il va mourir si on ne le sauve pas. Meredith se releva et regarda vers l'entrepôt sombre, puis de nouveau vers son fils. Son esprit tourbillonnait de mille pensées. Partir ou rester? La sécurité ou la conscience? S'éloigner et continuer à vivre, ou rester et peut-être tout perdre? Mason n'avait que 6 ans. Il était né avec une malformation cardiaque congénitale. Le médecin avait dit qu'il avait besoin d'une opération dans l'année, sinon son petit cœur ne tiendrait pas. Mais cette opération coûtait des centaines de milliers de dollars, et Meredith n'était qu'une serveuse de bar gagnant un maigre salaire. Elle avait cumulé 2 emplois, s'était privée de nourriture, de vêtements décents, avait économisé chaque pièce qu'elle pouvait, et pourtant ce qu'elle avait n'était même pas une dixième de ce qui était nécessaire. S'il lui arrivait quelque chose ce soir, qui s'occuperait de Mason? Qui trouverait l'argent pour son opération? Qui le tiendrait quand il aurait peur? Lui raconterait des histoires tous les soirs. L'aimerait sans condition. Mais si quelqu'un mourait lentement sous cette couche de terre, à seulement quelques dizaines de mètres, et qu'elle s'en allait, comment pourrait-elle vivre avec elle-même? Comment pourrait-elle regarder son fils dans les yeux chaque jour et lui expliquer que sa mère avait choisi la sécurité plutôt que de sauver une vie humaine? Meredith regarda Mason. Il se tenait là, trempé de larmes, mais il ne reculait pas. Dans ses jeunes yeux clairs, il y avait une résolution qu'elle n'avait jamais vue chez un enfant de 6 ans. Et à ce moment-là, Meredith comprit que son fils lui enseignait quelque chose sur le courage, sur ce qui est juste, sur ce que signifie être humain. Elle prit une profonde inspiration, puis l'expira lentement. D'accord. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Mais tu dois me promettre quelque chose. S'il se passe quelque chose de dangereux, on court. On ne regarde pas en arrière, d'accord? Mason hocha la tête, des larmes encore accrochées à ses cils. Je te le promets, maman. Tous deux se dirigèrent vers l'entrepôt. Meredith se pencha et ramassa une barre de fer rouillée qui gisait au bord de la route, la serrant fermement dans sa main pour se protéger. Ses pas tremblaient, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Mason marchait à ses côtés, une main serrant la sienne, l'autre pointant devant comme une boussole vivante. Quand ils atteignirent la fosse, Meredith vit que la terre avait été rejetée à la hâte. Le sol était encore meuble, légèrement surélevé par rapport au sol environnant. Elle s'agenouilla à côté et posa la barre de fer. Mason se tenait à côté d'elle, penchant la tête en écoutant. « Ici, maman. » Il désigna un point en dessous. « Je l'entends très clairement. Il est juste là-dessous. » Meredith n'entendait absolument rien, seulement le silence et le vent. Mais elle croyait son fils. Elle devait le croire. Ils commencèrent à creuser tous les deux. Meredith utilisa ses mains nues, car la barre de fer était trop émoussée pour déplacer la terre. Ses ongles se cassèrent un par un, le sang suintant et se mélangeant à la terre froide et humide. Mais elle ne s'arrêta pas. Pendant que Meredith luttait contre la terre lourde, Mason utilisait ses petites mains pour dégager la poussière près de la surface. Ses yeux étaient fixés sur l'endroit où le battement de cœur faiblissant semblait le plus fort. 5 minutes passèrent. 10 minutes passèrent. Rien. Seulement de la terre et encore de la terre. Meredith était épuisée. Ses mains lui faisaient mal. Le sang et la boue recouvraient ses doigts. Ses ongles cassés étaient dentelés et douloureux. Ses épaules la brûlaient. Tout son corps tremblait de froid et de fatigue. Elle s'affaissa, haletante. « Mon chéri, peut-être que tu as mal entendu. On creuse depuis si longtemps et il n'y a rien ici. » Mason arrêta de creuser et la regarda. Des larmes coulèrent sur son visage,
des gouttes claires roulant sur des joues maculées de terre. Mais il ne voulait toujours pas abandonner. Il se retourna et continua de gratter la terre avec ses petites mains, maintenant rouges de froid et d'écorché. Mais il nous attend. On ne peut pas le laisser. Meredith regarda son fils, ses petites épaules tendues par l'effort, ses petites mains qui n'arrêtaient pas de gratter la terre, la résolution féroce dans les yeux d'un enfant, celle que même les adultes ne trouvent souvent jamais. Et elle eut honte, honte d'avoir été prête à abandonner alors que son fils de 6 ans se battait encore. Elle s'agenouilla de nouveau, pressa ses mains dans la terre et continua de creuser. Ses dents serrées contre la douleur. Aucune plainte, aucune hésitation. 2 minutes plus tard, les doigts de Meredith touchèrent quelque chose. Elle se figea, son cœur battant la chamade. « Des cheveux !» cria-t-elle. « Des cheveux humains !»« Mon chéri !» s'écria-t-elle, la voix brisée. « Il y a vraiment quelqu'un ici. Tu avais raison. » Ils creusèrent alors plus vite, sauvagement, désespérément. Ils jetèrent de la terre de côté, la déchirant couche par couche. Le visage d'un homme apparut lentement sous la pâle lumière de la lune. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres étaient bleuâtres par manque d'oxygène. Sa peau était si pâle qu'elle semblait presque sans vie, mais sa poitrine se soulevait encore, à peine, faiblement, mais elle se soulevait encore. Les mains de Meredith tremblaient alors qu'elle retirait le chiffon de la bouche de l'homme. À l'instant où le tissu fut libéré, il se mit à tousser violemment, tout son corps convulsant alors que l'air se précipitait à nouveau dans ses poumons. Il l'inspira avec le désespoir d'un noyé qui refait surface après avoir été retenu trop longtemps sous l'eau. Mason se tenait à côté d'elle, des larmes coulant sur son visage taché de terre, mais c'étaient des larmes de joie. Il attrapa la main de sa mère, sa voix tremblante et éclatante de bonheur. « Il est vivant, maman. Il est vivant. On l'a sauvé. » La chambre louée de Meredith se trouvait au 5e étage d'un immeuble vieillissant sans ascenseur à Lincoln Park. Elle était si petite qu'elle contenait à peine un lit étroit pressé contre le mur, un coin de cuisine avec une vieille cuisinière à gaz et quelques casseroles cabossées, et une table en bois dont la peinture s'était depuis longtemps écaillée. Une faible lumière filtrait par la minuscule fenêtre, projetant des traînées de soleil pâle sur des murs tachés d'humidité et de moisissure. Jared Stone ouvrit les yeux. Il avait l'impression que sa tête allait se fendre en deux. Chaque centimètre de son corps lui faisait mal. L'odeur de moisi remplissait ses narines. Des klaxons de voiture, des voix criardes, les bruits de la rue montaient jusqu'à lui. Il ne comprenait pas où il était. La dernière chose dont il se souvenait était l'obscurité, la terre recouvrant lentement son visage, et l'expression froide de Garrett le regardant du bord de la fosse. « Tu es réveillé. » Une jeune voix claire s'écria, tirant Jared du chaos de ses pensées. Il tourna la tête et vit un petit garçon assis sur une chaise en plastique à côté du lit. L'enfant portait un sweat à capuche bleue surdimensionnée et tenait un crayon à la main, griffonnant quelque chose sur une vieille feuille de papier. Ses grands yeux bruns ambrés regardaient Jared avec une curiosité et une joie non dissimulées. « Maman, il est se réveillé. » Le garçon appela vers le coin cuisine. Une femme en sortit. Son visage semblait fatigué, avec des cernes sous les yeux, mais son regard était doux et plein d'inquiétude. Ses cheveux bruns foncés avaient été attachés à la hâte, quelques mèches rebelles tombant sur son front. Elle s'essuya les mains sur un vieux tablier et s'approcha du lit. « Vous vous sentez mieux? Vous étiez enterré sous terre. Nous vous avons déterré la nuit dernière. » Jared essaya de s'asseoir, mais la douleur se propagea dans son corps et le fit grimacer. « Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Je suis Meredith Cole, et voici Mason, mon fils. » Elle désigna le petit garçon. « C'est lui qui vous a entendu respirer sous la terre. » Jared regarda Mason, puis la pièce. Des murs tachés d'humidité, une longue fissure traversant le plafond, de vieux meubles, rien de valeur. Toute cette pièce ne valait probablement pas autant qu'un des costumes qu'il portait tous les jours, et pourtant cette mère et son fils lui avaient sauvé la vie. « Pourquoi m'avez-vous sauvé? » demanda Jared, sa voix rauque et enrouée. « Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous ne saviez pas si j'étais bon ou mauvais. Pourquoi auriez-vous pris ce risque? » Meredith le regarda calmement, sans la moindre hésitation. « Parce que vous êtes un être humain et que vous alliez mourir.
Je n'avais pas besoin de savoir qui vous étiez. Je savais seulement que si je partais, vous mourriez sous cette terre. Jared se tut. Il avait passé toute sa vie dans un monde bâti sur le calcul et les combines. Personne ne faisait jamais rien sans raison. Personne ne donnait jamais sans attendre quelque chose en retour. Chaque gentillesse avait un prix. Chaque faveur était une transaction. Mais cette femme l'avait sauvé simplement parce qu'il était humain, simplement parce qu'elle ne pouvait pas se détourner d'une vie qui avait besoin d'aide. Aucune demande, aucune condition, aucune attente de remboursement. Mason s'approcha du lit et tendit un verre d'eau. « Tenez, buvez ça. Maman dit que vous devez boire beaucoup d'eau pour aller mieux. » Jared prit le verre, sa main tremblant légèrement. Il regarda le garçon, ses yeux clairs non touchés par le calcul, le sourire innocent sur ce petit visage mince. « Merci. » Sa voix sortit plus douce qu'auparavant. Puis le regard de Jared se posa sur le sweat à capuche bleue que portait Mason. Il était beaucoup trop grand pour la petite carrure du garçon. Le bleu s'était délavé avec le temps et le col était usé et effiloché. « C'est un joli sweatshirt, » dit Jared. Mason sourit, mais la lumière dans ses yeux s'éteignit soudainement. Il baissa la tête, ses doigts jouant avec l'ourlet. « Mon grand-père me l'a donné avant de mourir. » Jared se tut, ne sachant que dire. Mason continua, sa voix petite et lointaine, comme s'il puisait dans un souvenir qui vivait quelque part au fond de lui. « Papy m'a dit que chaque fois que j'aurais peur, je devrais le mettre. Il serait avec moi. Il me protégerait. Votre grand-père devait être un homme très bon. » « Oui, monsieur, il était très bon. » Mason hocha la tête, puis il ajouta d'une voix encore plus petite, comme s'il partageait un secret. « Papy avait aussi une maladie cardiaque, comme moi, mais il n'avait pas d'argent pour l'opération. » Ces mots frappèrent Jared comme un couteau planté droit dans sa poitrine. Il regarda Mason. Le garçon était si mince que ses omoplates se voyaient sous le tissu du sweat, plus petit que les autres enfants de son âge, portant le sweat surdimensionné d'un grand-père déjà mort, et portant dans sa petite poitrine la même fragile maladie cardiaque qui avait emporté son grand-père. Jared comprit tout de suite. S'il n'y avait pas d'argent pour l'opération, Mason mourrait aussi. Et enfin, oses-tu comme son grand-père? Ce n'était qu'une question de temps. Au cours des jours suivants, Jared observa en silence. Il vit la force tranquille dans les yeux fatigués de Meredith, la façon dont elle diluait sa propre soupe pour que le bol de Mason soit plein, et la façon dont elle s'effondrait sur une chaise à minuit pour se réveiller avant l'aube avec un sourire pour son fils. Une nuit, après que Mason se soit profondément endormi, Jared entendit le souvenir d'une conversation entre la mère et le fils résonner à travers le rêve fiévreux du garçon. « Maman, quand est-ce que j'aurai mon opération du cœur? »« Bientôt, mon chéri. J'essaye. » « Je ne veux pas que tu sois fatigué. Tu travailles le trop. Ce ne serait pas grave si je n'avais pas l'opération. »« Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Je trouverai un moyen. Je te le promets. » Jared était allongé sur le lit, faisant semblant de dormir, mais ses yeux étaient grands ouverts dans l'obscurité, et il vit Meredith assise seule dans le coin de la pièce, sous la faible lumière de la rue qui filtrait par la fenêtre. Elle tenait une facture d'hôpital dans ses mains, fixant les chairs, un montant monstrueux qu'avec les salaires d'une serveuse de bar et d'une employée de laverie, elle ne pourrait jamais payer, même si elle travaillait jusqu'à la fin de sa vie. Les larmes de Meredith coulaient en silence. Elle ne pleurait pas à voix haute. Elle ne se plaignait pas. Elle laissait simplement les larmes couler, puis les essuyait, puis pliait soigneusement la facture et la plaçait dans le tiroir comme si elle rangeait un fardeau qu'elle devait porter seule. Jared resta là, fixant le plafond taché par l'humidité qui s'étendait. Il avait passé toute sa vie entouré de pouvoir et d'argent. Il pouvait tout acheter. Les voitures les plus chères, les maisons les plus grandioses, les repas les plus fins. Il pouvait faire peur aux gens d'un seul regard. Il pouvait les faire baisser la tête d'une seule phrase. Mais il n'avait jamais vu un amour comme celui-ci. Il n'avait jamais vu un tel sacrifice. Il n'avait jamais vu quelqu'un prêt à avoir faim pour qu'un enfant puisse être nourri, prêt à s'effondrer d'épuisement pour qu'un enfant puisse rester en vie, prêt à pleurer seul dans la nuit pour pouvoir encore sourire à son fils le jour venu. Jared murmura dans l'obscurité, la voix épaisse d'émotion. Ils n'ont rien. Pas d'argent, pas de pouvoir, personne pour les aider, mais ils ont tout ce que je n'ai pas. L'amour, le sacrifice
et le courage de faire ce qui est juste. Winston Price, 55 ans, était l'avocat et le bras droit de Jared Stone depuis 15 ans. Il était l'une des très rares personnes à connaître le vrai visage derrière l'Empire Stone et la seule personne, à part Garrett, en qui Jared avait une confiance totale. Quand Jared disparut soudainement, Winston fut le premier à sentir que quelque chose n'allait pas. Garrett dit à tout le monde que son frère était parti pour un voyage d'affaires inattendu à l'étranger et qu'il était injoignable. Mais Winston ne le crut pas. En 15 ans de travail aux côtés de Jared, il ne l'avait jamais vu partir quelque part sans l'en informer d'abord. Il ne l'avait jamais vu hors de contact pendant plus de 24 heures. Quelque chose n'allait vraiment pas. Winston commença à enquêter en silence. Il suivit la dernière piste connue de Jared, interrogea les personnes de confiance au sein de l'organisation et enfin, après 4 jours de recherche, il trouva un indice qui le mena au quartier industriel abandonné. De là, il suivit la piste jusqu'à la misérable chambre louée de Lincoln Park. Quand la porte s'ouvrit et que Winston vit Jared assis sur le vieux lit à l'intérieur de cette pièce humide et délabrée, il eut du mal à en croire ses yeux. « Patron! » s'écria Winston, la voix brisée. « Vous êtes en vie! Mon Dieu, j'étais si inquiet que je pouvais à peine manger ou dormir. » Jared regarda l'avocat plus âgé et hocha lentement la tête. « Je suis en vie, Winston, grâce à eux. » Il désigna Meredith et Mason qui se tenaient dans le coin de la pièce, regardant l'homme inconnu qui venait d'entrer avec des yeux anxieux. Winston regarda la mère et le fils, puis de nouveau Jared, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Jared prit une profonde inspiration, puis parla d'une voix basse et douloureuse. « Garrett, c'est lui qui a fait ça. Il a donné l'ordre de m'enterrer vivant. » Le visage de Winston devint blême, comme si chaque goutte de sang l'avait quitté. Il resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Garrett, le jeune frère que Jared aimait plus que sa propre vie, avait fait ça. J'ai trouvé ça sur les lieux. Winston fouilla dans la poche de son manteau, en sortit un petit objet et le plaça dans la main de Jared. C'était une montre. Jared prit la montre, sa main tremblante. Il la reconnut immédiatement. C'était la montre qu'il avait offerte à Garrett pour son 25e anniversaire, 4 ans plus tôt. Au dos se trouvait l'inscription qu'il avait lui-même choisie. « Pour mon frère, pour toujours à mes côtés. » Des larmes coulèrent des yeux de Jared, tombant sur le verre de la montre. Il referma la main dessus comme pour s'accrocher à quelque chose qui avait été brisé au-delà de toute réparation. « Je l'ai élevé depuis qu'il a 11 ans, Winston, » dit Jared, la voix épaisse d'émotion. « Je lui ai tout donné, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai gagné. C'était tout pour lui. »« Je sais, patron, » dit doucement Winston. « Je sais à quel point vous aimiez Garrett. »« Alors pourquoi m'a-t-il fait ça? » La question flottait dans l'air humide de la pièce. Winston resta silencieux un long moment, pesant chaque mot, puis il parla lentement et prudemment. « Peut-être que c'est parce que vous lui avez trop donné. Garrett sentait qu'il ne le méritait pas. Il sentait qu'il ne serait jamais rien de plus que votre ombre. Et ce sentiment d'infériorité, au fil des ans, s'est transformé en haine. » Jared regarda vers la fenêtre. La lumière du soleil de Chicago filtrait à travers la vitre poussiéreuse, projetant des traînées de lumière pâle sur le sol usé. Il parla à voix basse, comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai passé toute ma vie à le protéger. Je pensais que c'était de l'amour. Mais peut-être que je me trompais. Peut-être que je l'ai tellement protégé qu'il n'a jamais appris à se tenir debout tout seul. » Winston ne dit rien. Il savait que c'était un moment où Jared avait besoin de silence, d'espace pour affronter sa propre douleur. « Qu'est-ce que Garrett fait maintenant? » demanda Jared après un moment. « Il a pris le contrôle de tout l'Empire Stone. Il vous a déclaré disparu, peut-être mort. Tous les actifs sont progressivement transférés à son nom. » Jared hocha lentement la tête. Il n'était pas surpris. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. « Je vais l'affronter, » dit Jared, sa voix de nouveau stable. « Mais pas pour l'argent ou le pouvoir, parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de l'entendre dire de sa propre bouche pourquoi il a fait ça. » Puis le regard de Jared se tourna vers Mason, qui s'était endormi sur la chaise en plastique dans le coin. Le sweat à capuche bleue surdimensionné avalait presque son petit corps. Le visage du garçon était paisible dans son sommeil, non touché par les sombres secrets qui s'accumulaient tout autour de lui. « Mais avant ça, il y a quelque chose que je dois faire, »
dit Jared à Winston, la voix ferme. Ce garçon m'a sauvé la vie. Lui et sa mère m'ont sorti de terre alors qu'ils n'avaient rien, alors qu'ils auraient pu s'en aller et se mettre en sécurité. Et maintenant, le garçon a besoin d'être sauvé. Je ne peux pas les abandonner. Garrett Stone retourna au quartier industriel abandonné le lendemain matin, juste au moment où le soleil commençait à se lever et que la brume flottait encore en pâle volute sur les toits d'entrepôts rouillés. Il marchait avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir gagné. La démarche de quelqu'un qui avait enlevé le plus grand obstacle sur le chemin du pouvoir absolu. Aujourd'hui, il ferait couler plus de ciment sur cette fosse, enterrerait toute trace, enterrerait son frère avec toutes les années où il avait été forcé de vivre dans l'ombre de Jared Stone. Mais au moment où Garrett entra dans l'entrepôt et vide la fosse, le sang dans son corps sembla se glacer. La fosse était vide. La terre avait été déterrée et jetée partout. Quelqu'un l'avait déterrée. C'est impossible, marmonna Garrett, la voix tremblante. Il se précipita au bord de la fosse et tomba à genoux, regardant à l'intérieur comme s'il ne pouvait pas en croire ses propres yeux. Il n'y avait rien. Pas de corps, pas de Jared. Seulement un trou vide et les marques sauvages et chaotiques d'un creusement désespéré. Garrett se releva et regarda autour de lui frénétiquement. Des empreintes de pas marquèrent la terre meuble. Des petites, probablement celles d'une femme. Et une autre paire encore plus petite, les empreintes d'un enfant. Des traces de traînées menaient hors de l'entrepôt, comme si quelqu'un avait tiré un corps lourd. Quelqu'un avait sauvé Jared. Quelqu'un avait détruit son plan parfait. Garrett eut l'impression que le sol sous lui s'effondrait. L'avenir qu'il avait peint dans son esprit pendant tant de nuits blanches, l'avenir dans lequel il était Garrett Stone, chef de l'Empire Stone, l'ombre de personne, tout cela se dissolvait en rien en un seul instant. Il frappa du poing le mur en bois pourri, et le son de sa rage résonna dans l'entrepôt vide. « Découvrez qui a fait ça. » Garrett donna l'ordre aux deux hommes qui l'accompagnaient, sa voix froide comme la glace, bien que la folie brûlait dans ses yeux. « Trouvez-les, peu importe ce que ça coûte. Fouillez chaque recoin de ce quartier. Interrogez chaque âme qui vit ici. Je veux savoir qui l'a sauvé. » 2 jours plus tard, Garrett eut sa réponse. Ces hommes avaient interrogé les sans-abri vivants autour du quartier industriel, vérifié les caméras de sécurité des magasins voisins et suivi la moindre piste. Finalement, ils les trouvèrent. Une femme de 27 ans, serveuse dans un bar voisin, mère célibataire avec un fils de 6 ans. Garrett était assis dans son bureau au 42e étage de la Tour Stone, fixant les photographies que ces hommes venaient de lui envoyer. Meredith Cole et Mason Cole. 2 personnes ordinaires, si douloureusement ordinaires qu'elles en étaient presque invisibles. Pauvres, sans pouvoir, sans relation, rien du tout. Et pourtant, ils avaient détruit tout ce qu'ils avaient travaillé à construire. 2 petites personnes insignifiantes avaient sorti Jared Stone de la tombe et l'avaient ramené de la mort elle-même. Garrett posa les photographies sur son bureau et se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Chicago la nuit s'étalait devant lui, des millions de lumières scintillant comme des étoiles tombées sur terre. Cette ville aurait dû lui appartenir. Tout cela aurait dû être à lui. Il pensa à Jared, au frère qu'il avait essayé d'enterrer vivant, puis il réalisa quelque chose qui le surprit même lui. Il ne le regrettait pas. Non, il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. La seule chose qu'il regrettait, c'était d'avoir échoué. S'il avait la chance de le refaire, il ferait exactement la même chose. Seulement cette fois, il s'assurerait de ses propres mains que Jared n'ait aucun moyen de survivre. « Il est vivant », se murmura Garrett, son souffle embuant la vitre de la fenêtre en un léger flou. « Et il viendra me chercher. Il sait ce que j'ai fait. Il ne me pardonnera pas. » Garrett resta là dans le noir à réfléchir. Il avait 2 choix. Fuir et passer le reste de sa vie dans la peur, regardant par-dessus son épaule à chaque pas, attendant le jour où Jared le trouverait enfin. Ou en finir, une fois pour toutes. Si Jared était encore en vie, alors Jared devait mourir. Cette fois, il n'y aurait pas d'erreur. Cette fois, Garrett s'occuperait de tout lui-même. Et ceux qui avaient sauvé Jared, ceux qui avaient tout gâché, devraient payer aussi. Garrett se retourna vers son bureau, prit le téléphone et appela ses hommes. Sa voix était froide et définitive. « Amenez cette mère et son fils au vieil entrepôt, au même endroit où nous nous sommes occupés de Jared. J'ai affaire à eux. »
Ce matin-là, lorsque les premiers rayons d'un nouveau jour se glissèrent par la minuscule fenêtre, Meredith ouvrit les yeux et sentit immédiatement que quelque chose était différent dans la misère familière de la chambre louée. Elle se redressa et regarda autour d'elle. Le lit où l'étranger avait reposé ces derniers jours était maintenant vide. La couverture et l'oreiller avaient été soigneusement pliés. Il ne restait aucune trace de lui. Jared était parti. Meredith se leva et un vide étrange s'ouvrit en elle. Elle s'était habituée à la présence de cet homme dans cette petite pièce, habituée à prendre soin de lui, habituée à la façon pensive dont il la regardait, elle et son fils. Et maintenant, il était parti sans un seul mot d'adieu. Mais alors que les yeux de Meredith passaient sur la vieille table en bois, elle s'arrêta. Une enveloppe blanche reposait soigneusement sur sa surface et en dessous se trouvait une petite feuille de papier. Meredith s'approcha, les mains tremblantes, et ramassa l'enveloppe. Elle était plus lourde qu'elle ne l'avait prévu. Elle l'ouvrit et la laissa presque tomber par terre. À l'intérieur se trouvait une liasse d'argent, du liquide, des billets de 100 dollars, disposés en paquets soignés. Meredith compta, puis recompta. Son cœur battait si fort qu'elle crut rêver. C'était assez pour l'opération de Mason, assez pour sauver la vie de son fils. La somme d'argent qu'elle avait cru ne jamais pouvoir gagner de toute une vie de travail se trouvait maintenant entre ses mains, enveloppée dans une simple enveloppe blanche. Mais il n'y avait pas que de l'argent. Il y avait aussi la petite note en dessous, écrite d'une écriture soignée et mesurée. Chaque trait si régulier qu'il semblait que l'écrivain avait pesé chaque mot avec soin. Meredith souleva la note et la lut, et les larmes commencèrent à couler. « Vous m'avez sauvé la vie alors que vous n'aviez rien. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous ne saviez pas si j'étais un homme bon ou mauvais. Mais vous avez quand même creusé la terre toute la nuit pour me sortir d'une tombe. J'ai tout ce que ce monde peut acheter, l'argent, le pouvoir, le statut. Mais je n'ai jamais sauvé personne. Je n'ai jamais fait quelque chose de bien simplement parce que c'était de la bonne chose à faire. Vous m'avez appris que peu importe qu'une personne soit riche ou pauvre, ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire quand nous voyons quelqu'un dans le besoin. Merci. Merci à Mason. Merci de m'avoir donné la chance de vivre à nouveau, non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon esprit. Ne me cherchez pas. Prenez soin de votre fils. Ce garçon mérite de vivre. Il mérite un cœur en bonne santé pour pouvoir grandir et continuer à faire des choses miraculeuses. Meredith pleura. Ses larmes tombèrent sur la page, brouillant quelques mots. Elle pressa la note contre sa poitrine et pleura sans bruit, laissant les larmes de bonheur et de gratitude couler librement sur son visage. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? » La voix de Mason retentit, remplie d'inquiétude. Il courut du lit, ses grands yeux la fixant avec alarme. « Pourquoi pleures-tu? Tu es blessé? » Meredith tomba à genoux et serra son fils fort dans ses bras. Elle embrassa ses cheveux bouclés, tandis que les larmes continuaient de couler. « Je vais bien, mon chéri. Je pleure parce que je suis heureuse, parce que tu vas avoir ton opération du cœur maintenant. Tu vas guérir. Tu n'auras plus de mal. » Mason ne comprenait pas entièrement ce que sa mère disait, mais il pouvait entendre la joie dans sa voix. Il pouvait sentir le soulagement dans la façon dont elle le tenait. Alors il enroula ses bras autour d'elle et enfouit son visage contre son épaule. Meredith se releva et regarda la note dans sa main. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas d'où il venait, ce qu'il faisait dans la vie ou pourquoi il avait été enterré vivant au milieu d'un quartier industriel abandonné. Mais elle savait une chose. Il lui avait donné le cadeau le plus précieux du monde, la chance pour son fils de vivre. Et elle devait le trouver. Elle devait le remercier en personne. Elle devait lui faire savoir ce que son cadeau signifiait vraiment pour elle et son fils. « Mason, mets ta veste, » dit Meredith. « Nous sortons. »« Où allons-nous, maman? » »« Le trouver. Il t'a sauvé. » Ils sortirent tous les deux de l'immeuble délabré dans la lumière du petit matin. Meredith n'avait aucune idée par où commencer à chercher. Elle n'avait aucune piste. Elle savait seulement que l'homme avait été enterré dans le quartier industriel et que quelqu'un lui avait fait ça. Mais elle le devait essayer. Il n'avait fait que quelques pas quand un camion noir s'arrêta en crissant à côté d'eux. Les freins grincèrent, les portes s'ouvrirent. Deux grands hommes vêtus de noir en sortirent, leur visage froid et vide d'expression. Par instinct, Meredith tira Mason derrière elle, pressant son fils entre elle et le mur. « Que voulez-vous? » demanda-t-elle,
luttant pour garder sa voix stable alors que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Venez avec nous, dit l'un des hommes, sa voix basse et lourde. Quelqu'un veut vous voir. Je ne connais personne. Laissez-nous partir. » Meredith serra plus fort la main de Mason et se tourna comme pour courir. Mais le deuxième homme fut plus rapide. Il lui bloqua le chemin, un sourire glacial se répandant sur son visage aux traits acérés. « Vous n'avez pas le choix. » Mason s'accrocha fermement à la main de sa mère, ses petits doigts se crispant sur les siens comme s'il avait peur qu'ils soient séparés. Il était terrifié, tout son corps tremblait, mais il ne pleurait pas. Ses grands yeux regardaient droit les hommes étranges, et dans ses yeux il y avait de la peur, oui, mais aussi le genre de courage que seuls les enfants qui ont trop souffert semblent posséder. Ils furent forcés de monter dans le véhicule sous le regard froid des hommes. Les portes claquèrent, l'obscurité les engloutit, et le camion noir démarra en trombe, emportant deux âmes innocentes vers un avenir incertain. Le téléphone de Jared se mit à vibrer alors qu'il était assis dans la voiture avec Winston, en train de revoir leur plan pour s'occuper de Garrett. Il regarda l'écran, le numéro de Garrett. Jared répondit et ne dit rien, attendant. « Alors, tu es toujours en vie? » La voix de Garrett parvint à travers la ligne, froide mais portant un léger tremblement que seul Jared aurait pu reconnaître. « Je dois admettre que je suis impressionné. Tu es vraiment difficile à tuer. »« Que veux-tu, Garrett? » demanda Jared, sa voix étrangement calme. « Viens au vieil entrepôt, seul, si tu veux revoir cette mère et ce garçon vivant. » Garrett marqua une pause, puis continua, sa voix lourde de menace. « Sinon, ils subiront le même sort que j'avais prévu pour toi. Cette fois, je m'assurerai de mes propres mains que personne ne les déterre. » Jared serra le téléphone si fort que ses jointures devinrent blanches. Meredith, Mason, la mère et le fils innocent qui lui avaient sauvé la vie. Ils avaient été enlevés à cause de lui. Ils étaient en danger à cause de lui. « Tu te souviens de cette nuit pluvieuse il y a toutes ces années? » demanda Jared, sa voix soudainement plus douce. « Tu avais 11 ans, assis dans le coin de cette pièce, pleurant parce que tu avais faim, parce que tu avais froid, parce que nos parents te manquaient. Qu'est-ce que je t'ai promis cette nuit-là? » Silence à l'autre bout du fil, un silence si long qu'il semblait étouffer l'air. « Je t'ai promis que je te protégerais. » Continua Jared, sa voix épaisse d'émotion, mais toujours stable. « Je t'ai promis que je te donnerais la meilleure vie possible. J'ai tenu cette promesse pendant 18 ans, et c'est comme ça que tu me rembourses? » Garrett ne dit rien pendant plusieurs secondes. Jared pouvait entendre la respiration de son frère, lourde et instable. Quand Garrett parla de nouveau, sa voix n'était plus aussi froide qu'avant. Quelque chose en elle s'était brisé. « Tu ne comprends pas, » dit Garrett, sa voix se crispant. « Tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais voulu comprendre. Alors donne-moi une chance de comprendre. Garrett, rencontre-moi, parle-moi, pas d'armes, pas d'hommes, juste nous deux, comme avant. » Un autre silence. Jared pouvait presque sentir la guerre qui faisait rage à l'intérieur de son frère. Mais ensuite la voix de Garrett revint, plus froide maintenant, plus dure, comme s'il avait claqué une porte qui venait à peine de commencer à s'ouvrir. « Il est trop tard, frère. Trop tard pour tout ça. » L'appel se termina. Jared fixa le téléphone dans sa main alors que l'écran s'éteignait lentement. Puis il se tourna vers Winston, les yeux remplis de résolution. « Prépare-toi. Ce soir, tout se termine. » L'entrepôt abandonné se dressait au milieu du quartier industriel silencieux comme une bête endormie, l'endroit où Jared avait failli mourir, l'endroit où tout avait commencé, et peut-être l'endroit où tout se terminerait ce soir. Jared entra seul dans l'obscurité, exactement comme Garrett l'avait exigé. Winston était dehors, attendant avec le plan de secours qu'ils avaient arrangé. L'odeur de rouille et de poussière frappa Jared immédiatement. L'odeur de métal en décomposition, de bois humide et des sombres souvenirs qui s'accrochaient encore à cet endroit. Le clair de lune filtrait à travers les interstices du toit de l'entrepôt, se déversant en petites flaques sur le sol en terre battue, dispersant de faibles lueurs dans l'obscurité épaisse. Jared regarda autour de lui, ses yeux s'habituant lentement, et puis il les vit. Meredith et Mason étaient ligotés dans le coin de l'entrepôt, assis contre un mur de briques tachées. Mason pleurait, des larmes coulant sur ses petites joues, mais il essayait de retenir le son, se mordant les lèvres pour ne pas sangloter à voix haute. Meredith avait ses bras liés enroulés autour de son fils, ses yeux remplis de peur,
mais elle essayait toujours de le calmer avec de doux murmures. Quand Mason vit Jared entrer, ses yeux s'illuminèrent. Monsieur Stone, cria-t-il, sa voix brisée par le soulagement et la joie. Silence, aboya l'homme, ses yeux lançant un avertissement dangereux, et Mason se recroquevilla dans les bras de sa mère. Jared s'avança, ses pas stables et délibérés sur le sol froid. Laissez-les partir. Sa voix ne tremblait pas, bien que son cœur battait violemment dans sa poitrine. Une voix sortit de l'obscurité derrière lui, une voix que Jared avait entendue pendant 18 ans, mais qui maintenant semblait si peu familière que ça faisait mal. Tu es venu. Bien. J'avais peur que tu ne viennes pas. Garrett sortit de l'ombre, se déplaçant lentement, avec assurance. Il tenait une arme à la main. Le métal froid brillait sous le clair de lune qui tombait du toit. Les deux frères se faisaient famous, à seulement quelques mètres l'un de l'autre, mais séparés par un gouffre trop profond pour être franchi. Jared regarda le visage de Garrett, et il ne reconnut plus le jeune frère qu'il avait élevé depuis l'enfance. Ce n'était plus le garçon de 11 ans qui avait pleuré de faim cette nuit pluvieuse il y a si longtemps. C'était le visage d'un homme qui était allé trop loin sur un chemin sombre, un homme qui avait laissé la haine et la honte dévorer tout sentiment qui lui restait. « Laisse-les partir, Garrett, » dit Jared, sa voix calme mais inflexible. « C'est entre toi et moi. Ils n'ont rien à voir avec ça. » Garrett secoua la tête, un sourire froid touchant ses lèvres. « Non, ils en ont trop vu, et plus important encore, ils ont ruiné mon plan parfait. Ils sont innocents, Garrett. Ce ne sont qu'une pauvre mère célibataire et un garçon de 6 ans atteint d'une maladie cardiaque. Ils ne savaient rien de nous, de l'Empire Stone, de tout ça. Ils t'ont sauvés. » Garrett l'interrompit, sa voix tranchante comme du verre brisé. « Cela les a impliqués. Ils t'ont sorti de la tombe que j'avais faite pour toi. C'est leur crime. » Jared regarda Meredith et Mason, la pauvre jeune mère qui n'avait pas eu peur de risquer sa vie pour le déterrer, le garçon de 6 ans au cœur fragile et aux oreilles étranges et extraordinaires, qui l'avait entendu respirer sous toute cette terre. Ils l'avaient sauvé. Ils lui avaient donné la chance de vivre. Et maintenant, ils étaient sur le point de mourir pour avoir fait ce qui était juste. « D'accord, » dit Jared, sa voix s'adoucissant. « Que veux-tu? De l'argent? La société? L'Empire Stone? Tout? Je te donnerai tout. Je signerai les papiers de transfert tout de suite si c'est ce que tu veux. Laisse-les simplement partir. » Garrett rit. Le son était amer, résonnant dans le vide creux de l'entrepôt. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? » dit Garrett, sa voix se crispant de chagrin et de fureur. « Tu penses toujours que tout ça n'est qu'une question d'argent? » Il s'approcha, l'arme toujours pointée sur la poitrine de Jared, le canon brillant froidement sous le clair de lune. « Tu penses toujours que tu peux tout arranger avec de l'argent, avec le pouvoir, avec toutes les choses que tu crois pouvoir acheter? »« Alors que veux-tu? » demanda Jared, sa voix calme alors même que son cœur se serrait dans sa poitrine. « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? »« Je veux que tu comprennes, » cria Garrett, sa voix se brisant comme du verre fissuré, tout le contrôle qu'il avait maintenu si longtemps se brisant en un seul instant. « Toute ma vie, j'ai vécu dans ton ombre. Les gens me regardaient, et que voyaient-ils? Ils voyaient le petit frère de Jared Stone. Personne ne connaissait mon nom. Personne ne me voyait. Sais-tu qui j'étais? J'étais une ombre, une pièce en trop, le jeune frère inutile élevé par son grand et puissant frère aîné. » Jared resta immobile et ne dit rien. Il laissa Garrett parler, laissa son frère déverser tout ce qui avait été enfoui en lui pendant toutes ces années. « Sais-tu ce qui faisait le plus mal? » continua Garrett, ses yeux rouges et brûlants d'émotion enfin libérés. « Tout ce que j'avais, c'est toi qui me l'avais donné. Mon travail dans l'Empire Stone, tu me l'as donné. L'argent que je dépensais, tu me l'as donné. Ma place dans la société, tu me l'as donné. L'appartement où je vivais, tu me l'as donné. La voiture que je conduisais, tu me l'as donné. Tout, tout était à toi d'abord. Je n'avais rien qui m'appartenait. » « Je voulais seulement prendre soin de toi, » commença Jared, mais Garrett ne le laissa pas finir. « Tu voulais seulement me protéger, je sais. » Garrett le coupa, sa voix si amère que Jared pouvait presque la goûter dans chaque mot. « Tu as toujours dit ça. Tu as toujours pensé que tu faisais ce qui était le mieux pour moi, mais m'as-tu jamais demandé ce que je voulais? T'es-tu jamais assis
M'as-tu regardé dans les yeux et demandé, Garrett, que veux-tu? De quoi as-tu besoin? Qu'en penses-tu? Non. Tu n'as jamais demandé. Tu as seulement décidé, et je ne pouvais qu'obéir. Jared n'eut pas de réponse, car il savait que Garrett avait raison. Il n'avait jamais demandé à son frère ce qu'il voulait. Il avait seulement cru savoir ce qui était le mieux. Il avait donné et donné, mais il ne s'était jamais arrêté assez longtemps pour écouter. J'ai emprunté de l'argent pour investir, dit Garrett, sa voix baissant maintenant, comme s'il était fatigué de crier. Je voulais faire quelque chose par moi-même. Pour la première fois de ma vie, je voulais prouver que je pouvais réussir sans toi. Mais j'ai perdu, tout perdu. J'ai fini par devoir 2 millions de dollars à des hommes dont même l'Empire Stone ne voulait rien savoir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda Jared, la voix pleine de douleur. J'aurais pu t'aider, j'aurais pu. Te le dire. Garrett laissa échapper un rire rauque et le son résonna dans l'entrepôt vide comme l'écho du désespoir. Pour que tu puisses me sauver encore une fois, pour que je te doive encore quelque chose, pour que tout le monde me regarde et dise Garrett Stone, cet imbécile inutile élevé par son frère, ne peut même pas gagner d'argent sans que son grand frère ne vienne tout arranger. Tu penses que c'est comme ça que je voulais vivre? Garrett s'approcha encore plus, l'arme tremblante dans sa main, mais toujours pointée droit sur Jared. Sais-tu ce que ça fait de vivre toute sa vie dans l'ombre de quelqu'un d'autre? Chaque succès que tu avais était un rappel de mon échec. Chaque fois que tu me protégeais, tu montrais au monde entier que je ne pouvais pas me tenir debout tout seul. Chaque fois que tu me donnais quelque chose, tu gravais plus profondément dans mon esprit que je n'étais rien sans toi. Garrett, je n'ai jamais pensé à toi de cette façon. Ne prononce pas mon nom, cria Garrett, sa voix se brisant. Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom avec cette voix pleine de pitié. Je déteste cette voix. Je déteste la façon dont tu me regardes comme si j'étais un enfant qui a besoin qu'on s'occupe de lui. J'ai 29 ans, Jared, mais je n'ai jamais passé un seul jour à vivre une vie qui était vraiment la mienne. 29 ans, mais à tes yeux, je suis toujours ce garçon de 11 ans qui pleure de faim par une nuit de pluie. Le silence engloutit l'entrepôt. Seule la respiration saccadée de Garrett subsistait et le bruit du vent qui s'infiltrait par les interstices du toit. Dans le coin, Mason se serra fort contre sa mère. Le garçon ne comprenait pas tout ce qui se passait, ne comprenait pas ce que les hommes se disaient, mais il pouvait sentir la douleur. La douleur de l'homme qui tenait l'arme, la douleur de l'homme qui se tenait en face de lui, la douleur de deux frères de part et d'autre d'une bataille qu'aucun d'eux n'avait jamais vraiment voulu mener. Jared regarda son frère, le regarda longuement, le visage tordu de douleur et de rage, les mains tremblantes agrippant l'arme, les yeux injectés de sang essayant de ne pas se remplir de larmes. Puis il parla, sa voix basse et lourde de remords. « Je suis désolé. » Garrett hésita. L'arme dans sa main s'abaissa très légèrement. Il ne s'attendait pas à ce que Jared dise ça. « Je suis désolé de n'avoir su que donner et jamais écouter. » Continua Jared, chaque mot comme une lame qui ne pourrait jamais tomber. « Je pensais que te protéger était de l'amour. Je pensais que te donner tout signifiait que je prenais soin de toi, mais je n'ai pas réalisé que je t'étouffais. Je ne t'ai pas donné d'espace pour respirer, pour échouer, pour trébucher et pour te relever par toi-même. J'avais tort. Tu, commença Garrett, mais Jared ne s'arrêta pas. J'avais tort, je l'admets et je suis désolé. La voix de Jared était ferme maintenant. Mais Garrett, tu avais tort aussi. Tu peux me détester. Tu as tout à fait le droit de me détester. Tu aurais pu partir, couper tous les ponts, te construire une vie ailleurs, loin de but, mais tu as choisi de me tuer. Tu as choisi d'enterrer ton propre frère vivant. C'était ton choix, Garrett, pas le mien. Garrett trembla, l'arme vacillant dans sa main. Sais-tu ce que ça veut dire? Demanda Jared, faisant un pas en avant. Ça veut dire que tu as laissé la haine te contrôler. Tu as laissé la honte et la colère guider chaque décision que tu as prise. Et quand ça arrive, tu n'es plus libre. Tu deviens un esclave de l'obscurité qui est en toi. Garrett ne dit rien. L'arme s'abaissa de quelques centimètres, ne visant plus directement la poitrine de Jared Red. Jared le vit l'hésitation dans les yeux de son frère, vit le mur de défense commencer à se fissurer, mais ensuite Garrett leva de nouveau l'arme. « Il est trop tard, frère, » dit Garrett, sa voix fatiguée.
comme un homme qui avait brûlé jusqu'à la dernière parcelle de force en lui. Je suis allé trop loin. J'ai fait trop de choses dont je ne peux pas revenir. Il n'y a plus de chemin de retour pour moi maintenant. Il peut y en avoir un, Garrett. Il peut toujours y avoir un chemin de retour. Il n'est jamais trop tard. Garrett secoua lentement la tête, un sourire triste touchant ses lèvres. Pas pour moi, frère. Pas pour moi. Il leva l'arme et la pointa droit sur la poitrine de Jared, son doigt se posant sur la gâchette. Assez. Cette fois, j'en finirai de mes propres mains. Garrett leva l'arme, le canon pointé droit sur la poitrine de Jared. Son doigt reposait sur la gâchette, ses jointures blanches à force de la serrer trop fort. À ce moment-là, le temps s'étira en quelque chose d'interminable, comme si tout à l'intérieur de l'entrepôt abandonné avait cessé de respirer. Mais Jared ne recula pas. Il se tenait là, stable comme un arbre aux racines profondément ancrées dans la terre, regardant droit dans les yeux de son frère. « Alors tire », dit Jared, sa voix calme d'une manière qui semblait presque surnaturelle. « Si c'est ce que dont tu as besoin pour te libérer de cette douleur, alors tire. Je n'esquiverai pas. Je ne fuirai pas. » Garrett trembla. L'arme vacilla dans sa main. Il ne s'y attendait pas. Il s'était préparé à des supplications, à des plaidoyers, à de la résistance, mais pas à ça. Pas à un frère aîné prêt à mourir de sa main, sans un mot de reproche. Dans le coin de l'entrepôt, Mason observait tout avec ses grands yeux vigilants. Il avait cessé de pleurer depuis longtemps. À la place, il y avait la concentration féroce d'un enfant, essayant de donner un sens au monde adulte enchevêtré qui se déroulait autour de lui. Et pendant que personne ne faisait attention, il avait discrètement défait la corde de ses poignets. Le nœud avait été fait à la va-vite. Les hommes qui l'avaient attaché n'avaient pas cru qu'un enfant de 6 ans pouvait faire quoi que ce soit. Ils avaient eu tort. Mason regarda sa mère, et dans ce regard, il lui envoya un message sans mots. Meredith comprit immédiatement. Elle fit un très léger signe de tête, lui disant d'attendre le bon moment. Pendant ce temps, Garrett se tenait toujours là, l'arme tremblant dans sa main, incapable d'appuyer sur la gâchette, mais incapable de l'abaisser non plus. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, des larmes qu'il avait retenues pendant plus d'années qu'il ne pouvait en compter. Et juste au moment où Garrett était sur le point de tirer, juste au moment où son doigt commençait à se crisper, Mason cria de toutes ses forces. « Maman !» Le cri déchira le silence de l'entrepôt. Garrett tressaillit et se tourna vers le coin par instinct, réagissant à la voix désespérée d'un enfant. Une fraction de seconde. Seulement une fraction de seconde de concentration perdue. Mais c'était suffisant. Et c'est pour que Meredith agisse. Pendant que Mason criait, elle avait déjà réussi à desserrer la corde autour de ses poignets. Et à l'instant où Garrett tourna la tête, elle attrapa la barre de fer rouillée qui se trouvait à proximité, la même barre qu'elle avait portée la nuit où elle avait sauvé Jared, et la lança droit sur Garrett avec toute la force d'une mère défendant son enfant. La barre tourbillonna dans les airs avec un sifflement aigu et frappa la main de Garrett qui tenait l'arme. Garrett poussa un cri de douleur. L'arme vola de sa main, heurta le sol, roula sauvagement sur la terre et disparut dans l'obscurité. Jared bougea immédiatement. Il se jeta sur Garrett et les deux frères s'écrasèrent sur le sol froid, luttant dans la poussière et les ombres. Garrett se battit avec acharnement, se tordant et cherchant l'arme, mais Jared était plus fort. 18 ans dans le monde interlope l'avait entraîné avec des instincts de survie que Garrett n'avait jamais vraiment possédés. Jared cloua son frère au sol, lui tordant les deux bras derrière le dos. « C'est fini, Garrett », dit Jared, respirant fort, mais sa voix resta ferme. « Arrête !» Garrett se débattit encore quelques instants frénétiques, comme un animal acculé sans issue. Mais peu à peu, sa force s'épuisa, et enfin il resta immobile, le visage pressé contre la terre, tout son corps tremblant. Puis le son des sirènes retentit de l'extérieur de l'entrepôt, déchirant le silence de la nuit. Des lumières rouges et bleues clignotèrent, leurs couleurs tranchant à travers les fissures des murs et se déversant à l'intérieur comme des éclairs. La police. Winston avait appelé à l'avance, exactement comme prévu. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand. Des officiers entrèrent en masse, armes au poing, des lampes de poche balayant dans toutes les directions. Les deux hommes de Garrett tentèrent de fuir, mais ils furent neutralisés presque immédiatement. Garrett fut relevé, les mains menottées dans le dos. Mais avant qu'il ne l'emmène, il s'arrêta.
Il se tourna et regarda Jared, et Jared vit quelque chose dans les yeux de son frère qu'il n'avait pas vu depuis 18 ans. La haine avait disparu. La fureur avait disparu. Même la douleur semblait s'être consumée. Tout ce qui restait était l'épuisement, le vide et les larmes. Tu sais ce qui est le pire? Dit Garrett, sa voix se brisant, comme si chaque mot devait être arraché du plus profond de son âme. Je t'aime encore. Je te déteste. Je t'en veux. Je voulais que tu disparaisses, mais je t'aime encore. Et je ne sais pas quoi faire de ce sentiment. Je ne sais pas comment aimer et détester quelqu'un au point de vouloir sa mort. Jared se tenait en silence, des larmes coulant sur son visage. Il voulait dire quelque chose, voulait dire qu'il l'aimait aussi, voulait dire qu'il lui pardonnait, voulait dire que tout irait bien d'une manière ou d'une autre, mais il ne le pouvait pas car il savait que plus rien ne serait jamais bien. Je t'aime, Jared, dit Garrett, la voix brisée. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça que je te détestais tant. Jared fit un pas en avant, commença à parler, mais Garrett secoua la tête. Adieu, frère. La police emmena Garrett. Jared resta là et regarda la silhouette de son frère disparaître lentement par les portes de l'entrepôt, marchant entre deux officiers, la tête baissée, les épaules courbées sous un poids qui semblait aussi lourd que le monde entier. Et puis Garrett disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant Jared seul dans l'entrepôt vide, les larmes encore humides sur son visage. Meredith courut vers Mason et le serra contre elle, le tenant comme si elle avait peur de le perdre à nouveau. « Tu vas bien? Ils t'ont fait mal? Ils t'ont fait quelque chose? »« Je vais bien, maman, » dit Mason, ses petits bras l'enlaçant en retour. « Je vais vraiment bien. » Puis il se glissa hors de l'étreinte de sa mère et se dirigea vers l'endroit où Jared se tenait seul, fixant la porte où Garrett avait disparu. Jared s'agenouilla devant Mason. Ses yeux étaient rouges et les traces de larmes n'avaient pas encore séché sur son visage. « Merci, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « C'est la deuxième fois maintenant. Tu m'as sauvé 2 fois. » Mason pencha la tête en regardant Jared, ses yeux clairs pleins d'inquiétude. « Est-ce que ça va? » Jared essaya de sourire, mais c'était le sourire le plus triste que Mason ait jamais vu. « Je vais bien grâce à toi. » Mason regarda vers la porte de l'entrepôt où l'obscurité avait avalé l'homme que la police venait d'emmener. « C'était ton frère, n'est-ce pas? »« Oui. » Jared hocha la tête. « Tu es triste? » La simple question d'un enfant de 6 ans alla droit au cœur de Jared. Il resta silencieux un long moment, comme s'il cherchait la réponse quelque part, au plus profond de sa douleur. « Oui, » dit-il enfin. « Je suis très triste parce que j'ai perdu mon frère. Je l'ai perdu bien avant ce soir. Je ne le savais juste pas à l'époque. » Mason réfléchit un instant, son petit visage sérieux comme seuls les enfants peuvent être, comme si quelque chose d'ancien et de sage s'était installé en lui. Puis il tendit sa petite main et prit la grande main de Jared dans la sienne. « Mais tu m'as encore, » dit Mason, sa voix douce et chaude. « Et tu as encore encore ma maman aussi. Tu n'es pas seul, tu nous as encore. » Jared regarda le garçon, la petite main tenant la sienne, ses yeux clairs sans trace de calcul, le doux sourire sur ce petit visage mince. Et pour la première fois depuis très longtemps, au milieu de l'obscurité et de la ruine, Jared Stone sentit la plus faible chaleur commencer à briller dans son cœur gelé. 3 mois après cette nuit fatidique, Garrett Stone se présenta devant le tribunal fédéral de Chicago et reçut une peine de 15 ans de prison. Les chefs d'accusation étaient complots en vue de commettre un meurtre, enlèvement et détournement d'actifs. Lorsque le juge lut la sentence, Garrett resta silencieux, ne montrant aucune émotion, comme s'il avait accepté son sort bien avant le début du procès. Jared n'assista pas à l'audience. Il ne voulait pas voir son frère en uniforme de prisonnier orange. Il ne voulait pas voir son frère menotté entre 2 policiers. Il ne voulait pas que son dernier souvenir de Garrett soit cette image. Au lieu de cela, il s'assit seul dans son bureau, regardant par la fenêtre et pensant aux jours passés, au garçon de 11 ans pleurant sous la pluie, à la promesse qu'il avait tenue pendant 18 ans, à tout ce qui s'était brisé et ne pourrait jamais être réparé. Mais Jared envoya une lettre à Garrett, juste quelques lignes courtes écrites à la main sur une feuille de papier blanche. « Je suis toujours ton frère. Cela ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Quand tu sortiras, je serai là. Je t'attendrai. » Personne ne sut si Garrett lut la lettre. Personne ne sut s'il pleura en lisant ces mots. Mais Jared l'espérait.
Il espérait que quelque part dans le cœur endurci de Garrett, il restait encore un petit coin pour l'amour d'un frère. L'opération du cœur de Mason fut un succès un matin de printemps, alors que les premiers cerisiers commençaient à fleurir dans tout Chicago. Jared paya pour tout, emmenant le garçon dans le meilleur hôpital pour enfants de la ville, avec la meilleure équipe de chirurgiens cardiaques d'Amérique. L'opération dura 6 heures, et pendant tout ce temps, Meredith resta assise dans la salle d'attente, les mains jointes, priant sans cesse. Jared s'assit à côté d'elle, silencieux mais stable comme un roc au milieu d'une tempête. Quand le médecin sortit enfin avec un sourire et annonça que l'opération avait été un succès, Meredith fondit en larmes. Elle pleura comme si elle n'avait jamais vraiment eu le droit de pleurer auparavant, laissant toute la peur et l'angoisse de tant d'années s'écouler avec ses larmes. Le jour de la sortie de Mason, Meredith l'enveloppa dans ses bras au moment où il sortit de la chambre d'hôpital dans un petit fauteuil roulant. Elle le serra comme si elle avait peur de le perdre à nouveau, comme si elle voulait le garder pour toujours dans son étreinte. Mason gloussa dans les bras de sa mère. « Maman, tu me serres trop forte, je ne peux pas respirer. » Meredith le lâcha, regarda son visage rose, regarda l'éclat vif dans ses yeux, non plus assombri par l'épuisement qui y avait vécu autrefois, et elle pleura de nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Jared se tenait à côté d'eux, regardant la mère et le fils se serrer dans les bras. Et pour la première fois depuis très longtemps, il sourit. Un vrai sourire, non forcé, non triste, le sourire d'un homme qui avait trouvé le sens de sa vie. Un mois après la sortie de Mason de l'hôpital, Jared adopta officiellement le garçon. La cérémonie d'adoption eut lieu dans une petite salle d'audience avec seulement Jared, Meredith, Mason, Winston et le juge présent. Pas de journalistes, pas d'objectif de caméra, seulement une nouvelle famille qui prenait forme parmi des gens qui ne partageaient pas le même sang, mais partageaient le même cœur. Meredith devint quelqu'un que Jared choisit de protéger, mais pas de la manière dont il avait protégé Garrett. Il ne lui donna pas d'argent ou de pouvoir. Il lui donna du respect. Il lui donna le droit de décider du cours de sa propre vie. Il lui donna un travail honnête à la fondation caritative qu'il avait créée. Il lui donna la chance de se tenir debout par elle-même au lieu de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ils emménagèrent dans une nouvelle maison dans la banlieue de Chicago, loin du centre bruyant de la ville. Pas un penthouse luxueux au sommet d'un gratte-ciel, mais une chaleureuse maison de plein pied, avec un petit jardin devant, où Mason pouvait courir et jouer sans craindre que son cœur fragile ne puisse pas le supporter. L'entrepôt abandonné où Jared avait failli mourir fut entièrement démoli. Les murs de briques tachés, le toit en tôle rouillé, les sombres souvenirs, tout fut rasé et nettoyé. Sur ce site, un centre caritatif pour enfants était en cours de construction. Jared le nomma le Centre Mason, un endroit où les enfants pauvres pourraient venir pour obtenir de l'aide médicale, de l'éducation et de l'amour. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles d'érable commençaient à devenir rouges et dorées, Jared et Mason étaient assis sur le porche, regardant le petit jardin. Le coucher de soleil de Chicago peisait le ciel occidental d'un rouge profond, striant les nuages blancs de belles nuances d'orange et de violet. Mason était assis en train de dessiner avec une nouvelle boîte de crayons de couleur, le sweat à capuche bleue de son grand-père toujours enroulé autour de lui, bien qu'il soit devenu un peu serré maintenant. Jared regarda son fils adoptif dessiner avec une profonde concentration, son expression sérieuse et absorbée. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Jared, se penchant pour regarder le papier. « Un oiseau. » Mason tendit le dessin à Jared, son visage rayonnant de fierté. Il s'envole d'une cage. Jared regarda le dessin, un petit oiseau esquissé avec les lignes maladroites de l'enfance, ses ailes largement déployées, volant vers un cercle jaune censé être le soleil. Derrière lui se tenait une cage avec sa porte grande ouverte. « C'est magnifique, » dit Jared. « Tu es un très bon artiste. » Mason pencha la tête et regarda Jared avec ses yeux clairs comme deux cristaux. « Penses-tu que tu es comme cet oiseau? » Jared réfléchit un instant. « Peut-être. J'apprends aussi à m'envoler de mes propres cages. » Mais Mason secoua la tête. « Non, tu n'es pas comme l'oiseau. Tu es comme la cage. » Jared regarda le garçon avec surprise. « Pourquoi penses-tu ça? »« Parce que tu gardais oncle Garrett à l'intérieur, » dit Mason, sa voix claire et innocente, comme s'il parlait de la météo. « Tu l'aimais, tu voulais le protéger, mais tu le gardais dans la cage. Il ne pouvait pas voler.
Il ne pouvait pas respirer. Jared se tut. C'était comme si quelqu'un avait serré la main autour de son cœur. Un garçon de 6 ans venait de dire la chose qu'il lui avait fallu une vie pour comprendre, la chose qu'il n'avait pas vue avant qu'il ne soit déjà trop tard. Mais maintenant, tu as ouvert la porte, continua Mason, un doux sourire naissant sur ses lèvres. Il s'est envolé. Il est libre maintenant, et tu es libre maintenant aussi. Jared regarda Mason, regarda ses yeux clairs sans trace de calcul, regarda ce cœur pur pas encore endurci par la vie, et il comprit que parfois la sagesse ne vient pas de l'âge ou de l'expérience, mais de cœurs qui savent encore aimer sans rien demander en retour. Monsieur Stone, demanda soudain Mason, tirant Jared de ses pensées. Oui, mon chéri. Est-ce qu'oncle Garrett te manque? Oui. Jared hocha lentement la tête. Il me manque tous les jours. Tu es en colère contre lui? Jared réfléchit longtemps avant de répondre. Oui, je suis toujours en colère, mais je l'aime aussi. Parce que peu importe ce qu'il a fait, il est toujours mon frère. Ça ne change jamais. Alors pourquoi t'a-t-il fait ça? Jared regarda loin vers l'horizon où le coucher de soleil commençait à s'estomper pour laisser place à la nuit. Peut-être parce que je n'ai jamais demandé ce dont il avait vraiment besoin. Je ne savais que donner, mais pas écouter. Et parfois, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de la protection. C'est d'être vu, d'être entendu, d'être respecté. Mason hocha lentement la tête, comme s'il comprenait ce que Jared avait dit. Peut-être le comprenait-il à la manière d'un enfant, de la manière la plus pure et la plus simple possible. Meredith se tenait dans l'embrasure de la porte, observant tranquillement les deux hommes de sa vie parler sous le ciel du soir. Des larmes coulèrent de ses yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur. Elle avait cru un jour que sa vie n'avait plus d'espoir. La pauvreté, les dettes, un fils gravement malade, personne pour l'aider. Elle avait cru un jour qu'elle devrait regarder son fils s'éteindre comme son père, comme son grand-père, sans assez d'argent pour le traitement, sans assez de force pour combattre le destin. Mais cette nuit-là, quand Mason entendit cette faible respiration sous la terre froide, tout changea. Une décision, un acte, une nuit à creuser dans l'obscurité, et les vies de 3 personnes prirent une direction entièrement nouvelle. Jared regarda au loin, pensant à Garrett, au passé, à ce qui avait été perdu et ne pourrait jamais être retrouvé. Mais ensuite il se retourna et regarda Mason dessiner à côté de lui, regarda Meredith debout dans l'embrasure de la porte avec son doux sourire, et il comprit. Certaines choses sont perdues pour que nous puissions trouver des choses encore plus précieuses. Il a perdu son frère, mais il a trouvé une famille. Il a perdu le passé, mais il a gagné un avenir. Il a perdu l'arrogance d'un homme puissant, mais il a trouvé l'humilité d'un cœur qui savait aimer. Parfois, dans les moments les plus sombres de la vie, nous rencontrons des gens qui n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent, pas de pouvoir, rien à donner sauf leur cœur. Et pourtant, ce sont eux qui nous offrent le cadeau le plus précieux de tous, une chance de recommencer, une chance de vivre différemment, une chance de devenir quelqu'un de meilleur. La vraie famille n'est pas faite de ceux qui partagent notre sang. La famille est faite de ceux qui choisissent de rester à nos côtés quand le monde entier se détourne. Ceux qui sont prêts à creuser dans l'obscurité pour nous ramener vers la lumière. Ceux qui nous voient, nous entendent et nous aiment, non pas pour ce que nous sommes, mais parce que nous sommes dignes d'amour. L'histoire se termine ici, mais le voyage de Jared, Meredith et Mason continue. Une nouvelle famille, un nouveau départ, une nouvelle vie écrite sur les cendres du passé. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a ému, veuillez nous le faire savoir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en laissant un commentaire ci-dessous. Nous aimons vraiment connaître vos pensées, savoir ce que cette histoire a remué au plus profond de votre cœur. Veuillez partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez, avec ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que la famille n'est pas toujours ceux qui partagent notre lignée, que parfois la famille est faite d'étrangers qui choisissent de nous sauver quand nous n'avons plus rien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer nos histoires captivantes chaque jour, car parfois les histoires les plus émouvantes viennent des endroits où on s'y attend le moins. Et parfois, les personnes qui nous sauvent sont celles que le monde ne remarque jamais. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.